Alors salut Jean-Loup, comment tu vas? Bah salut Romain, ça va et toi? Moi ça va. Alors j'aurais quelques questions à te poser aujourd'hui dans cette interview qui se retrouvera sur mon podcast Destination Liberté qui est sur Spotify, YouTube et toute autre application de podcast. Donc du coup la première question serait, pourrais-tu te présenter pour mes auditeurs? Qui es-tu? Quelle est ta chaîne et tes projets, tout ça? Ouais, bien sûr. Alors moi je m'appelle Jean-Loup, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le web. Alors au début j'ai commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Travel Therapy parce que je partageais un petit peu mon voyage. Si tu veux, j'ai commencé quand je suis parti aux Philippines à l'époque, tu vois, je suis parti un peu sans billet de retour et puis avec pour objectif de changer de vie en fait radicalement, tu vois. Et du coup j'ai appelé ça Travel Therapy parce qu'en fait je faisais ma thérapie par le voyage en fait. Et puis aujourd'hui, j'ai renommé ça parce que je suis toujours entre guillemets en voyage, dans le sens où je suis nomade, j'ai pas vraiment de chez moi. Là, je suis en Thaïlande en ce moment, je serai à Bali dans quelques semaines et enfin, je bouge tout le temps, tu vois, mais je voyage plus de la même façon qu'avant. Et puis surtout, c'est plus ma thérapie, c'est juste mon mode de vie maintenant. Du coup, j'ai renommé ça et ma chaîne maintenant s'appelle Jean-Loup L, donc c'est mon prénom tout simplement. Et puis le début de mon nom et maintenant, je parle de développement personnel principalement. J'aide les gens à se fixer des objectifs et à les atteindre en fait, pour le dire de manière assez schématique. Et puis petit à petit, je parle aussi de business en ligne à mesure que j'ai des résultats dans ce domaine-là. Je commence à en parler. En fait, le truc c'est que je fais des expérimentations sur moi dans ma propre vie et ce qui marche, j'en parle en fait tout simplement sur ma chaîne. Et puis récemment, je me suis mis à l'email quotidien. J'ai une newsletter qui s'appelle Freedom, donc liberté, dans laquelle justement on parle de liberté au sens large et puis voilà, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens au travers de coaching et de formation en ligne pour avoir des résultats du coup. Et du coup actuellement là tu es où un petit peu pour situer un petit peu mes auditeurs, tout ça? Alors là je suis à Pattaya en ce moment, à 2 heures de Bangkok en bord de mer, en Thaïlande donc du coup. Et du coup, c'est quoi ton avis par rapport à Pattaya? Parce qu'on entend beaucoup de mal un petit peu de Pattaya. Déjà le film qui est sorti en France, Pattaya avec Bentala, tout ça. Donc du coup, c'est à peu près comment par rapport c'est une excellente question. Je suis très content que tu me la poses parce que moi, quand je suis arrivé à Pattaya, si tu veux, j'avais beaucoup d'a priori négatifs, comme tout le monde. Et je suis venu ici voir un ami qui habite ici. Et finalement, ça fait maintenant 3 semaines que je suis ici. J'avais absolument pas prévu de rester. Et en fait, Pattaya, il y a vraiment beaucoup de bons aspects autres que les aspects un peu sombres qu'on connaît en fait finalement. Effectivement, t'as toute une partie de la ville qui est un petit peu sombre là, comme on la connaît, mais t'as aussi plein d'autres aspects qui sont très sympas. Je veux dire, t'es en bord de mer, c'est un super cadre pour travailler. Tu peux t'éloigner un peu du côté de Jomtien et c'est beaucoup plus calme. Tu peux choisir entre les endroits calmes et les endroits plus festifs. Enfin, je veux dire, c'est pas que le monde de la nuit, etc. Si tu veux, tu peux aussi être beaucoup plus posé. Et finalement, c'est un bon compromis assez proche de Bangkok. Si t'as pas envie d'aller sur les îles, si t'as envie d'avoir un mélange entre la mer, mais en même temps les facilités que tu peux avoir dans les grosses villes. Je veux dire, ici, il y a des centres commerciaux, etc. Ce que t'as pas forcément sur les îles. Et du coup, non, c'est vraiment moi, je trouve que c'est un super compromis et je reviendrai ici avec grand plaisir. Et en plus de ça, il y a une belle communauté d'entrepreneurs qui est ici, donc c'est le petit plus. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que c'est la deuxième Chiang Mai ou non, pas du tout. Différent de Chiang Mai? Ouais, c'est complètement différent. L'atmosphère est complètement différente. Les gens qui viennent ici, c'est vraiment rien à voir avec Chiang Mai. C'est très différent. Ouais. Et même avec tout ce qui est digital nomade, c'est un peu différent, c'est ça? Ouais, c'est même pas, si tu veux, le même style. Bon, après, c'est un petit peu dur j'aime pas catégoriser les gens, mais c'est même pas le même style de web entrepreneurs qui vont à Chiang Mai et qui vont à Pattaya, si tu veux, mais je sais pas comment t'expliquer ça. Mais non, c'est très différent. Puis même, enfin, en termes de paysage, de climat, d'atmosphère, tout est différent entre Chiang Mai et Pattaya, non, vraiment. Incomparable. Est-ce que tu le conseillerais à toute personne d'y aller à Pattaya ou est-ce que tu dirais peut-être de plus passer par Chiang Mai dès qu'on débute dans le digital nomade, tout ça?
Non, je conseillerais tout le monde peut. Enfin, je veux dire, ouais, tout le monde peut passer à Pattaya. Bon, après, j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne non plus. Tu vois. Non, mais ouais, bien entendu, tout le monde peut venir ici et venir se faire sa propre idée justement, plutôt que de rester sur des mauvais a priori qui finalement sont. Oui, effectivement, c'est une part de la ville, mais il y a aussi plein d'autres choses dans cette ville qui sont des choses qui sont très intéressantes. Et en plus, ce que je t'ai pas mentionné, c'est qu'il y a aussi un aéroport tout près, tu sais. Il y a plein de bons aspects vraiment à cette ville. D'accord. Ouais. Ok. Et bah du coup, moi j'avais je retourner à ta chaîne et savoir pourquoi en fait tu as voulu commencer et quelle valeur en fait au début tu voulais transmettre en fait aux gens à travers cette chaîne Travel Therapy puis après Jean-Loup. Oui. Alors pour tout avouer, c'était très personnel au début, c'est-à-dire que c'était vraiment une quête personnelle, c'est vraiment un truc que je faisais pour moi et je me suis dit je vais partager mon évolution et si ça peut inspirer des gens tant mieux, mais c'est vraiment un travail que je faisais sur moi si tu veux et la valeur centrale qui a toujours été derrière mon travail c'était, c'est toujours même, c'est la liberté, tu vois, c'était vraiment une quête de liberté. De plus de liberté dans ma vie, tu vois, moi avant j'étais salarié, je travaillais 40-50 heures par semaine, tu vois, mais comme plein de gens, j'étais serveur dans la restauration, c'est vraiment pas les métiers les plus agréables du monde. Et c'est surtout pas les métiers dans lesquels tu es le plus libre et donc j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus libre dans ma vie et donc c'était au début c'était assez personnel comme quête et c'était vraiment la liberté que je poursuivais et puis aussi le fait de faire quelque chose qu'on aime dans sa vie, le fait de se retrouver avec soi-même parce que c'est pas forcément évident quand on a grandi dans nos sociétés, quand on n'a jamais vraiment quand on s'est jamais vraiment retrouvé seul avec soi-même, quand on s'est jamais vraiment posé des questions sur soi, qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi est-ce que je suis bon, où est-ce que je veux aller, etc. Tu vois, toutes ces questions qui sont fondamentales finalement mais qu'on se pose pas forcément quand on est pris dans la course, dans la roue un petit peu, tu sais, cette roue de hamster de nos sociétés, tu vois, cette rat race comme on l'appelle. On prend pas le temps de se poser toutes ces questions et du coup, moi, je voulais mettre ça en avant aussi, le fait de se reconnecter à soi, à ce qu'on veut réellement et trouver le moyen de faire ce qu'on aime dans sa vie, tout simplement, quoi. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ta vision de la liberté, comment pour toi la liberté en fait tu le ressens et quelle est ta vision en fait que tu as par rapport à elle? Ouais, c'est une très bonne question également. J'aime bien tes questions. D'habitude, on me pose des questions pourries. Là, la liberté, moi, je la vois de différentes manières. Alors, déjà, c'est la possibilité, évidemment, d'avoir le choix, je pense, de faire ce qu'on veut dans sa vie. Que ce soit en termes géographiques. Alors pour moi, c'est important la liberté géographique, mais je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde. Après, je pense que la liberté, c'est vraiment un concept, c'est quelque chose qui est très différent selon les personnes. Mais pour moi, la liberté géographique, c'est important. Donc ça implique d'avoir un travail qui te permet d'avoir cette liberté géographique. Donc il y a toute une partie de la liberté qui pour moi est la liberté financière, le fait de dépendre de personnes pour pouvoir gagner sa vie. C'est une première partie. Puis tu as aussi une partie qui est plus une liberté d'esprit, liberté de penser ce que tu veux et liberté liberté aussi par rapport aux autres, qui est la liberté de ne pas se sentir en permanence oppressé par le regard des autres, tu vois, la liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Finalement, le regard des autres, c'est aussi un genre de prison quelque part, tu vois. Donc c'est comme ça que je conçois la liberté, mais d'une manière générale, c'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, quoi, tout simplement. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que être par exemple salarié ne te donnera jamais vraiment une liberté, mais ça te donnerait un semblant d'être libre, par exemple? Ouais, par exemple, pardon. Ouais, je voulais dire en fait que toi, la liberté, est-ce que si t'es salarié, ça te donnera la liberté en fait? Est-ce que tu peux être libre en étant salarié, c'est ça Oui, c'est ça. Encore une fois, je pense que c'est très différent selon les personnes. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui finalement se retrouvent très bien dans ce rythme-là. Je veux dire, si tu es salarié, que tu fais un métier que tu aimes, que tu travailles pour un patron que tu apprécies, que tu sers une cause qui est importante pour toi et que finalement, tu peux très bien t'y retrouver comme ça. Et puis, à l'inverse, je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs qui se retrouvent enfermés dans leur business, tu vois. Je pense qu'il faut décorréler entrepreneuriat et liberté, tu vois. Enfin, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une façon d'accéder à la liberté, mais je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Et je pense pas
de deux que dans tous les cas ça te mène à la liberté. Il y a des entrepreneurs qui sont complètement pas libres et j'ai l'image par exemple de mon ancien patron, de toute façon il m'écoutera pas, mais s'il m'écoutait je pense qu'il serait d'accord avec moi. C'est un entrepreneur qui a plusieurs affaires sur l'île dans la restauration. Il est loin d'être libre, il est enchaîné à son travail et à ses boîtes, il travaille tout le temps, il peut pas partir où il veut quand il veut, tu vois. Donc entrepreneuriat n'est pas égal à liberté si tu veux. Et salariat n'est pas égal à prison. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux, ça dépend des gens. C'est comme un peu mes patrons actuels, ils sont à la chaîne d'un Super U, tu vois, c'est eux qui ont le Super U parce que c'est un franchisé, et ils ont leurs filles qui ont déjà peut-être 35 ans comme ça, mais ils arrivent toujours pas à lâcher l'entreprise parce que je pense que s'ils lâchent, ils vont se sentir perdus et ils vont avoir peur de ne plus rien avoir à faire parce qu'ils sont pas vraiment libres. Ils sont dépendants en fait de leur Super U. Ouais, bien sûr. Puis c'est un truc dont je parle souvent aussi, c'est le fait que aussi quand t'es indépendant, oui, t'es libre de faire ce que tu veux, mais d'un autre côté, t'es toujours en train de penser au lendemain et en train de penser à ce que tu vas faire, et t'es toujours aussi dans ta tête. Et quelque part, même quand tu prends des vacances, t'es jamais vraiment libéré à 100% de ton truc. T'es toujours en train de penser à ton projet, tu vois. Et quelque part, ça peut être un enfermement aussi, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Après, c'est pour ça que moi j'ai eu du mal. Déjà, je voulais lancer parce que j'ai suivi ta formation starter où tu disais qu'il faut faire 30 vidéos par jour pendant 30 jours. J'ai eu du mal en fait à vraiment faire ces vidéos parce que avec le travail que j'ai à côté en tant que caissier, plus faire des vidéos par jour, j'ai pas réussi à tenir en fait sur le long terme, et parce que d'un côté j'ai rencontré un problème qui est que j'arrête pas de penser tout le temps, j'ai mon cerveau qui tourne en fait et qui est à fond focus sur les vidéos tout ça, mais d'un côté j'ai le Super U et du coup ça m'empêche, et au moment en fait où je devrais tourner un podcast, je sais pas, je suis un peu dispersé par d'autres activités. Par exemple je regarde une vidéo, par exemple je vais écrire mais sans rien donner, et ça c'est vraiment le problème que je rencontre et que j'aimerais bien améliorer quand je partirai à Chiang Mai, parce que là ça tue un petit peu mon business, mes vidéos, tout ça, mes podcasts et tout. Ouais, t'arrives pas à être focus à 100% sur ce que tu fais. Je comprends, et c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai pas connu ça dans le sens où dès que j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais déjà en voyage et je pouvais me focaliser à 100% dessus. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, tu vois, qui ont commencé à faire des vidéos tous les jours en parallèle de leur travail, mais effectivement, ça doit pas être facile. Ouais, je suis d'accord avec ça. Non, ouais. Ouais, parce que je voulais vraiment faire starter, mais du coup je suis un peu obligé de repousser jusqu'au 16 juin, tu vois, pouvoir commencer là-bas, parce que même parce que si tu vois, je suis d'accord avec toi, parce que si on fait des vidéos par jour, on va acquérir plus d'abonnés et tout ça, et donc maintenant avec mes 30 abonnés, je peux pas réellement déjà peut-être commencer à vendre, parce que la majorité des abonnés proviennent de ma chaîne de gaming, et c'est des jeunes, tu vois, donc ils ont pas d'argent à mettre dans une formation. Ouais, effectivement, ouais, bien sûr. Effectivement. Et du coup, est-ce que tu changerais, améliorer ou laisser tel quel dans ta chaîne en fait, et sur ton business et tout ça? Pardon, j'ai pas saisi ce que tu... la question. Qu'est-ce que tu changerais, améliorer ou laisser tel quel sur ta chaîne? Qu'est-ce que je voudrais changer, améliorer ou laisser tel quel? Alors, ce que je voudrais... il y a tellement de trucs que je voudrais changer, améliorer. J'ai toujours envie de changer, d'améliorer des choses. Mais là, l'une des chose principale que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de travailler mon branding. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Enfin, tu vois, si tu regardes ma chaîne, je fais pas de miniatures, ou très très peu. J'en fais une de temps en temps, mais j'ai jamais payé un graphiste pour les faire. J'ai jamais payé un graphiste pour faire une jolie bannière. J'ai jamais elle est belle, ta bannière. Ouais, cela dit, celle-là, si, en fait, c'est un photographe qui me l'a fait, ouais. Donc celle-là, elle est pas mal. Mais tu vois, j'ai jamais travaillé sur mon branding finalement, et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler un petit peu plus, parce que je pense que c'est important. Moi, après, j'ai toujours fait le pari de la spontanéité, de la simplicité, etc. Quelque part, le fait de pas avoir de branding, c'est un peu mon branding, tu vois. Mais il arrive un moment où tu arrives à un certain stade où il faut quand même, si tu veux avancer, si tu veux progresser, il faut quand même faire les choses de manière un petit peu plus professionnelle, je pense. Et donc ça, c'est une des premières choses que j'ai envie de faire. J'ai envie aussi de me lancer, de commencer à faire des campagnes de pub sur Facebook et sur YouTube, parce que pareil, j'ai jamais fait de publicité et c'est un gros manque à gagner en termes de trafic. Finalement, je me coupe de quelque chose. C'est simplement que moi,
tous ces trucs techniques, en fait, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien créer du contenu, mais tout ce qui est technique, la pub, etc., ça m'intéresse pas trop. Après, qu'est-ce que j'aimerais changer, améliorer là, comme ça, c'est les 2 premières choses sur lesquelles j'ai envie de me pencher, là. Ouais. Et est-ce que tu te mettrais pas plutôt plus sur l'email, en fait, et complètement peut-être arrêter les vidéos et toute autre forme de contenu, non? Alors, c'est une bonne question aussi, parce que effectivement, je me la suis posée. L'email, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 mois que je me suis lancé dans l'email quotidien. Ça marche très bien, pourtant j'ai une petite liste email, hein, j'ai à peine 2000 inscrits, et pourtant ça marche bien, ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires sur le mois, et ça plaît aux gens. Bon, ce qui est incroyable, c'est que je pensais qu'en commençant à envoyer un email par jour, je pensais que les gens allaient beaucoup moins les lire en fait. Et finalement, je me rends compte que les gens les lisent beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que mon taux d'ouverture a vraiment grimpé à presque 40%. Donc, c'est beaucoup, tu vois, en email marketing. Et du coup, c'est une bonne surprise. Donc, l'email quotidien, je vais continuer. Ce que je pense faire, c'est que je vais effectivement, comme on en parlait, je ne sais pas si on en parlait avant l'interview ou dans l'interview, mais c'est pas grave, mais ce que je pense faire, c'est arrêter de faire la promotion de mes produits dans les vidéos YouTube. Du coup, je vais le faire uniquement par mail et utiliser toujours YouTube, continuer de faire des vidéos, mais peut-être plus des interviews et des vidéos de motivation, des vidéos d'inspiration, mais changer un petit peu ma façon de procéder sur YouTube, mais je continue les vidéos en tout cas. Moi, je suis complètement accro à tes mails déjà. Tous les jours, je les regarde quand je fais ma pause, tout ça. Et c'est vraiment une source d'inspiration. Donc vraiment, j'aimerais te féliciter pour ça, pour ce que tu nous rapportes. Merci beaucoup. J'espère que du coup, tu vas grandir avec ça. Et aussi, si tu arrêtes les vidéos, ce serait un peu dommage. Parce que voilà, je suis vraiment... on va dire un petit peu aussi addict en fait à tes vidéos. Du coup, pratiquement tous les soirs, peut-être j'en regarde 3-4 et des fois j'ai du mal à m'arrêter parce que il y en a que j'ai beaucoup loupé parce que comme tu dis, j'avais arrêté de te suivre pendant peut-être 3-4 mois et du coup t'as continué à publier. Du coup, j'en ai encore beaucoup à rattraper et voilà. Merci, ça fait plaisir. J'arrête pas dans tous les cas. Ouais, oui. Et du coup, pourquoi t'avais aussi arrêté en fait les podcasts? J'ai vu que t'avais commencé, mais t'avais pas forcément continué. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais réussi à tenir le rythme sur les podcasts. Pourtant, c'est un format que j'adore. J'adore vraiment parler sans avoir la caméra qui te regarde parce que tu peux être super naturel, spontané. C'est d'ailleurs pour ça que je fais mes formations en audio aujourd'hui et que je prends énormément de plaisir à faire ça. Simplement, le problème du podcast que j'ai rencontré, c'est que c'est dur d'attirer du monde sur un podcast. Et c'est vrai que quand j'en ai fait, j'ai eu pour tout avouer des résultats en termes d'écoute qui étaient relativement faibles, qui étaient assez décevants. Et donc ça m'a pas motivé à continuer. Mais après, je suis pas fermé à l'idée de recommencer, pourquoi pas. Mais par contre, si je recommence les podcasts, je pense que c'est pour partir sur un vrai concept, un genre d'émission, tu vois. Et pourquoi pas faire justement, c'est un truc que j'ai dans la tête en ce moment aussi. Pourquoi pas faire un podcast interview, tu vois, faire des interviews d'entrepreneurs, etc. Tu vois. Genre t'appelles des gens, c'est ça? Un petit peu comme, je sais pas si tu connais Pat Flynn ou l'américain. Ouais, je vois. Moi, je voudrais faire des interviews d'entrepreneurs, tu vois, ou des interviews dans l'idée des interviews de personnes qui sont parties de rien et qui se sont construits leur version à eux du succès, tu vois, ça m'intéresserait beaucoup de faire ça. D'accord. Et du coup, t'aurais un petit conseil pour créer un petit peu un réseau, pour pouvoir trouver des gens à interviewer, tout ça tu pourrais donner un petit conseil? Pour se créer un réseau, franchement, moi, ça s'est fait... En fait, moi, j'ai toujours eu une petite appréhension avant de contacter les gens qui m'inspiraient. Oui. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des réactions positives et oui, pas de problème, on va boire un verre quand tu veux, tu vois. Donc finalement, ça a été relativement facile pour moi. Donc le seul conseil que je pourrais donner, c'est de pas hésiter à contacter les gens déjà, de pas hésiter à tu prends la liste de toutes les personnes qui t'inspirent et t'envoies un mail à chaque personne, quoi. Évidemment, tout le monde va pas te dire oui, mais tu serais étonné de voir que quand même la majorité des gens sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on pense, quoi. Ouais, parce que j'ai vu que t'étais avec Jean Rivière, Antoine BM, Emilio, Anthony Nevo, tout ça. Ouais. Anthony Nevo, je l'ai rencontré qu'une fois. Antoine, je l'ai rencontré qu'une fois aussi. Mais Emilio, je le vois de temps en temps. Il vient d'arriver à Pattaya, là, d'ailleurs. Et puis, il y a plein d'autres gens que j'ai la chance de côtoyer régulièrement qui sont dans ce milieu-là. Et c'est vrai que
ça me change radicalement la vie. Et en tout cas, si je peux te donner un conseil, là, pour le coup, c'est vraiment de ne pas rester tout seul quand tu te lances, de t'entourer le plus vite possible, quoi. C'est un truc qui m'a permis de me débloquer, de faire péter des blocages dans ma tête et de franchir des paliers, quoi. Bah, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai choisi Chiang Mai, parce que c'est pas vraiment pour la beauté de Chiang Mai, c'est plus vraiment pour le côté digital nomade. Je me suis dit, vas-y, je vais aller là-bas et au moins ça va m'ouvrir l'esprit, ça va me rapporter de nouvelles connaissances. Peut-être que je vais aller sur un autre domaine, peut-être un autre truc. Et, c'est certain. Là-bas, vu qu'il y a tellement de monde qui peuvent après, te donner des idées, tout ça. C'est sûr, Chiang Mai, ça peut être un bon endroit. Après, tu as Bangkok, tu as Bali, tu as Ho Chi Minh. Il y a plein de. Maintenant, il y a Lisbonne au Portugal qui est aussi un hub pour les nomades digitaux. Enfin, il y a plein d'endroits, ça se démocratise vachement. Mais par contre, il faut que tu sois proactif dans le sens où moi, je me souviens de mon premier séjour à Chiang Mai. Je suis resté 1 mois là-bas. Et pareil, j'avais un petit peu dans la tête de rencontrer des gens du web. Moi, je venais de commencer et j'ai pas été proactif du tout, ce qui fait que pendant 1 mois, je suis resté tout seul. Tu vois, j'ai rencontré personne. Et du coup, faut vraiment, toi, faire la démarche, tu vois, d'aller chercher les gens. Je veux dire, il y a plein de groupes Facebook. T'as des sites comme Nomadlist où t'as le chat où les gens, discutent ensemble pour se rencontrer. Enfin, il y a pas mal de moyens sur le web de rencontrer les gens, quoi, mais c'est à toi de faire le pas en avant, quoi. Et même en allant dans les espaces de coworking, je pense qu'on peut faire pas mal de rencontres. Ouais, alors moi je suis pas un fanat des espaces de coworking, mais ouais, bien sûr, je pense qu'on peut faire pas mal de rencontres, évidemment. Bon, après, l'idée c'est que dans les espaces de coworking, tout le monde bosse, quoi, logiquement, donc t'entends presque les mouches voler parfois, quoi. Mais je sais pas, moi j'y vais pas trop. C'est vrai qu'à Chiang Mai j'y allais un petit peu, mais non, j'ai rencontré personne, mais j'étais peut-être moins sociable qu'avant à l'époque aussi, je sais pas. D'accord. Et du coup, avec tous tes pays que tu as pu traverser pendant tes 2 ans, là, peut-être, ça fait 2 ans ou 3 ans que tu es parti ? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Et du coup, à travers tous ces pays, c'est lequel que tu as préféré ou lequel tu as vraiment une attache ? Je sais que la Pologne, t'aimes bien. Et sinon, avec le reste Avec le reste, celui dans lequel je suis le plus resté, en tout cas, c'est la Thaïlande, je dirais. Donc, clairement, c'est pas très original de te dire ça, mais j'adore la Thaïlande. Et puis, c'est un très bon pays. Enfin, je veux dire, pour une première expatriation ou un premier voyage, c'est très facile de voyager ici. C'est hyper confortable pour travailler. C'est un cadre incroyable, tu vois. Puis tu as tout à disposition, tu manges bien, tu as des salles de sport, tu as des piscines, tu as la plage, il fait beau tout le temps. C'est facile, quoi, tu vois, d'être ici. Après, le pays que moi j'ai passé aussi 6 mois en Malaisie et je trouve que que Kuala Lumpur, c'est une ville qui est extrêmement sous-cotée. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment une super ville en fait. Et les gens, ils vont pas assez. Ils ont vraiment une trop mauvaise image de cette ville, je trouve. C'est une ville qui est méconnue, donc c'est aussi quelque chose que je recommande. Et puis après, plus pour le côté voyage que pour le côté expatriation. Pour le côté voyage, moi, le voyage qui me reste le plus dans la tête, c'est l'Inde. Mais c'est moins facile pour le coup de voyager là-bas. Ah bah ouais. Ouais. Et du coup, tu te conseillerais au bout de combien de temps à peu près, genre si par exemple on part peut-être 1 an en Asie, tout ça, à partir de combien de temps on pourra peut-être viser l'Inde ou aller en Inde ? Oh, moi, ce que je dis souvent, c'est que si t'es motivé, tu peux y aller en premier voyage. Hein. L'Inde, contrairement à ce qu'on pense, après, je me fais toujours un peu pas des ennemis, mais des gens qui sont pas d'accord quand je dis ça. Mais moi, je trouve que l'Inde, c'est un pays, où niveau sécurité, ça roule, tu vois. Il y a pas faut arrêter d'avoir peur de l'Inde. Il y a personne qui va te manger là-bas. Après, peut-être si t'es une fille, c'est un peu différent. Voilà, je veux pas me positionner. Moi, en tant que mec, tout seul, j'ai eu aucun problème et j'ai jamais rencontré des gens aussi accueillants et chaleureux que les Indiens. Donc, je te dirais. Ouais. Je t'écoute. Vas-y. Non, je t'écoute. Ouais, du coup, ce qui me faisait un peu peur par rapport à l'Inde, c'est que c'est la nourriture en fait. Ouais. La nourriture, l'eau, tout ça, c'est. Bah écoute, malheureusement, j'aime pas, c'est ce que je dis souvent, j'aime pas colporter des mauvais clichés sur l'Inde, mais malheureusement, c'est le seul pays où j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais après, il y a plein de gens qui ont des intoxications alimentaires en Thaïlande ou à Bali, donc je veux dire, c'était peut-être la faute à pas de chance aussi, quoi. Mais effectivement, sanitairement, on peut pas dire que ce soit le pays le plus propre, évidemment, on va pas se mentir, quoi. Et du coup, tu penses te poser dans les futurs jours qui arrivent, ou les mois, ou les années ? Alors, le truc, c'est que je pense à me poser toutes les 2 semaines. Et puis après, je me dis, non, en fait, j'ai pas envie. C'est un petit peu compliqué. Mais là, en ce moment,
l'idée que j'ai en tête, après, je suis très changeant. Donc, mais en ce moment, le plan que j'ai en tête, ce serait de me prendre un appartement à l'année en Pologne, donc à Cracovie, qui est une ville que j'adore. Et puis donc d'avoir cet appartement à l'année pour pouvoir avoir, si tu veux, ma penderie, mes habits, mes affaires en fait, tout simplement, parce que là, j'ai nulle part où avoir des affaires. Et puis partir de Pologne peut-être 6 mois par an, tu vois, pendant l'hiver où il fait trop froid en Pologne, partir en Asie ou ailleurs, mais pour fuir l'hiver et puis pour voyager 6 mois par an, quoi. Et pendant que tu voyages en Asie, tout ça, t'aimerais louer ton appartement ou le garder uniquement pour toi? Ouais, j'y pensais, pourquoi pas le mettre en Airbnb si c'est possible logistiquement, tu vois, si j'ai quelqu'un sur place pour s'en occuper, pourquoi pas. Ça m'arrangerait. Ça peut augmenter ton chiffre d'affaires, tout ça, si tu commences peut-être à un petit peu d'immobilier. Ouais, après j'avais même pas pensé à le faire pour gagner de l'argent, mais plus pour pas payer un loyer pour rien, quoi. Mais ouais, peut-être que tu peux même tirer un petit bénéfice tous les mois, ouais, effectivement, pourquoi pas. Et du coup, j'ai vu que tu étais aussi en couple, mais bon, là, je pense que tu es avec elle, non? Non, je suis plus en couple depuis quelques mois. Et est-ce que c'est... Ouais. Je t'écoute. Ouais, et est-ce que c'est à cause du fait que tu sois un petit peu digital nomade, que tu aimes bouger tout le temps, ou c'est complètement autre chose et que tu aimerais le garder privé? Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que effectivement, moi j'ai cet idéal de liberté géographique, comme je te le disais, même si j'ai envie de me poser, j'aime bien savoir que je peux bouger quand j'en ai envie. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, j'ai aussi cet idéal d'être avec une fille qui a cette liberté-là, et elle ne l'avait pas. Après, c'est pas la raison principale qui fait qu'on n'est plus ensemble, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ouais, ça a joué. Et puis autre chose, tu sais, c'est que moi, je suis dans une partie de mon évolution, de mon projet, où j'ai besoin d'être focus, tu vois. J'ai besoin d'avoir toute mon attention. Et quand j'étais en couple, j'arrivais moins bien à travailler. Je sais qu'il y en a qui arrivent. Moi, je suis encore dans une phase où j'ai besoin d'avoir toute mon attention à mettre sur mon projet, et je me mettrai en couple plus tard, tu vois. Pour le moment, c'est pas le bon moment pour moi. C'est pour ça que moi, ma copine, elle habite aux Philippines. Je pense que je l'avais déjà remarqué entre ça. Ouais, elle habite aux Philippines, près de San Antonio, tu vois. Manille. San Antonio, c'est vers le haut et à gauche. Je sais pas si tu sais où tu es. Ouais. Et du coup, en fait... Ouais, tu disais? Je vois plus ou moins où c'est, ouais. Ouais. Et du coup, on a décidé de partir ensemble en Thaïlande, tout ça, pour un petit peu voyager, se lancer sur Internet. Mais moi, j'ai décidé de partir un mois avant pour vraiment être à 100% en focus, parce que je pense que si elle est là, j'aurais beaucoup plus de mal à me concentrer, que ce soit pour faire du business, même pour faire du sport, ou pour faire d'autres activités, tu vois. C'est plus difficile, disons que après ça dépend aussi de ce qu'elle fait. Je veux dire, si tu es avec une fille qui a un petit peu les mêmes objectifs que toi, qui est entrepreneuse et qui bosse aussi, c'est peut-être plus facile. Si tu es avec une fille, moi j'étais avec une fille qui avait toutes ses journées de libre, qui était mannequin et qui du coup travaillait une fois tous les 36 du mois. Donc quand t'es avec une fille qui se réveille à 11h le matin alors que toi tu te réveilles à 7h pour bosser, elle est toujours à la maison, elle est toujours libre, et donc tu vois, c'est pas motivant et c'est dur de se focus, quoi. Je sais pas, elle fait quoi ta copine, toi? Là, ta maman, elle est professeure d'anglais en ligne, comme ça, et dans un bâtiment en fait, dans sa ville là-bas, au Longapo. Je sais pas. Mais donc elle bosse en ligne? Non, elle bosse aussi en physique? En fait, je sais pas, elle est un petit peu en ligne, tu vois, elle travaille en ligne, elle a elle parle avec des Coréens, ça, pour leur apprendre l'anglais, mais elle doit rester dans un bâtiment en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que si elle pouvait faire du télétravail, ça nous arrangerait, parce que elle pourrait partir avec moi et garder le même emploi. Ce serait super. Peut-être que peut-être qu'elle arrivera à transiter sur du 100% en ligne. C'est ce que je te souhaite. Et du coup, on a déjà parlé un peu de ton futur, et peut-être dans 10 ans, tu te verrais comment à peu près dans 10 ans? Dans 10 ans, j'en ai clairement aucune idée. Alors c'est quelque chose que je répète souvent aussi, c'est que moi j'invite les gens qui me suivent à développer une vision, à avoir des objectifs à long terme, etc. Mais personnellement, je sais même pas te dire où je serai dans un an. Donc dans 10 ans, c'est un petit peu dur, mais en tout cas
les choses que j'aimerais moi accomplir, ce que j'aimerais avoir dans 10 ans, c'est j'aimerais écrire des bouquins. C'est un de mes objectifs là dans les mois, années à venir. Donc j'aimerais pourquoi pas avoir des best-sellers, tu vois, dans 10 ans. C'est un petit peu mon rêve. J'aimerais aussi, j'ai aussi ce rêve de parler en public. Donc j'aimerais faire des conférences. C'est un truc qui me fait peur, mais c'est un truc que j'ai vraiment très envie de faire. Et je pense que dans 10 ans, j'espère du moins que je me serai lancé d'ici là. Donc pourquoi pas, dans 10 ans, je pourrais pourquoi pas être en train de donner des conférences. Je pense que je serai toujours. Ce qui est sûr, c'est que je sais pas si j'aurai toujours le même business, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai pas salarié, ça c'est certain. Je serai entrepreneur et je serai libre, ça c'est certain aussi. Et puis j'aurai des enfants aussi, voilà. Voilà, c'est tout ce que je sais pour dans 10 ans. D'accord. Et du coup, tes enfants, tu vas jamais les scolariser, pardon. C'est ça que j'avais compris, ça, non c'est effectivement, moi, c'est pas du tout dans mes projets de mettre mes enfants à l'école. Ça dépendra ça dépendra de la maman aussi. Hein. Je serai pas tout seul. Mais non, moi, non, ça m'intéresse pas du tout de les mettre dans le système traditionnel. Il y a beaucoup de méthodes alternatives aujourd'hui. Moi, je crois plus, si tu veux. C'est pas quelque chose en quoi je crois, si tu veux, l'école traditionnelle. Donc ça aurait aucun sens que j'y mette mes enfants, quoi. Je pense que dès qu'on a lu le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je pense qu'au bout d'un moment, on est un peu dégoûté de l'école et on a complètement une autre vision, non ? Effectivement, c'est une des personnes qui m'inspire aussi. Mais il y a, puis même le simple fait d'être passé par l'école traditionnelle et de voir finalement quel bénéfice j'en tire aujourd'hui. Bon, évidemment, j'ai appris à lire, à écrire, tu vois, bien sûr, je dis pas qu'il faut que l'école c'est nul, tu vois. Mais je dis simplement que je pense que les choses que j'ai pu apprendre au travers de l'école, j'aurais pu les apprendre différemment que par ce système-là. Et voilà, c'est pour ça, non, je mettrai pas mes enfants à l'école. Ouais. Bah moi j'ai quitté en fait l'école en 3ème et du coup ça me fait une petite difficulté dans la vie, tu vois, j'ai pas de diplôme actuellement, à part mon brevet des collèges et mon BAFA pour animateur, tu vois, et du coup j'aimerais vraiment lancer mon business, tout ça pour montrer aux gens que t'as pas besoin d'avoir des diplômes pour réussir en fait dans la vie et que tout le monde peut réussir de n'importe où d'où il vient, même s'il n'était pas bien à l'école ou... Mais évidemment, de toute façon, moi je pense que c'est déjà c'est assez fascinant de regarder, de se pencher sur le parcours des gens qui réussissent le mieux sur cette planète. C'est rarement les plus diplômés. Tu vois, tu te rends compte que finalement les mecs. Il y a un bon exemple, c'est Anthony Robbins, tu vois, dans le développement personnel. C'est un petit peu la star du développement personnel. Le mec, il est pas diplômé, tu vois, et il touche des millions de personnes aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, t'as pas besoin, non, je pense, d'avoir un diplôme pour faire ce que tu veux dans la vie. Et en plus de ça, je pense que justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est bien, c'est que comme t'as pas de diplôme et que tu pars avec ce handicap en quelque sorte dans ta vie, bah tu vas avoir envie encore plus de te battre pour montrer que c'est possible justement. Et ça va te donner la faim, je pense. Et ça, c'est une bonne chose. Bah déjà quand j'étais aux Philippines, parce que j'ai vécu à peu près peut-être 4 mois là-bas dans sa famille, et j'ai travaillé dans un restaurant et j'étais le chef de cuisine du restaurant alors que j'avais fait peut-être 2-3 mois en cuisine en France et que là-bas il m'avait donné carrément le poste de chef de cuisine chez moi qui avait fait la carte et tout ça. Donc du coup ça m'a mis vraiment un coup de motivation et ça m'a dit tout le monde peut y arriver, même si t'as pas de diplôme, tu peux devenir chef de cuisine d'un restaurant. Moi, j'en suis convaincu aussi. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment y arriver sans diplôme. Je pense que le meilleur diplôme, finalement, c'est l'expérience. Je sais plus qui disait que les projets sont les meilleurs CV, tu vois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Seth Godin qui parlait de ça, mais c'est vrai, tu vois, c'est les projets que tu vas mettre en place, l'expérience que tu vas accumuler dans ta vie, ça, c'est les meilleurs diplômes, tu vois. Les échecs aussi que tu vas avoir sur la route, quand tu vas te planter, que tu vas apprendre derrière, tout ça, c'est les meilleures écoles, quoi, pour moi. D'accord. Ouais. Et du coup, t'as une routine un peu matinale le matin ou dans la journée ou comment ça se passe un peu ? Ouais, c'est important pour moi d'avoir une routine matinale. Après, je la change tout le temps et puis je change aussi quand je suis en voyage ou quand je suis pas en voyage, ou bien parfois j'ai envie d'être plus énergisé, parfois j'ai plutôt envie de m'apaiser le matin. Mais d'une manière générale, j'ai quelques rituels que je fais tous les matins. Ouais.
J'ai 4-5 rituels que je fais le matin. Parfois je médite, mais pas tout le temps. Par exemple, en ce moment, je médite pas du tout. En général, je lis, j'écris tous les matins aussi. Il y a des choses, un truc tout con, mais j'ai pris l'habitude de faire mon lit tous les matins et ça me change la vie, tu vois. Parce que directement, en fait, ça te met dans une dynamique, tu vois, le matin. Tu fais ton lit, ça te met dans une bonne dynamique, tu vois. T'es en mode actif, t'es pas en mode passif avec ton lit dégueulasse, tu vois. T'agis. C'est con, mais ça te met niveau mindset, ça te comment dire, ça agit, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Mais ouais, du coup, c'est important pour moi d'avoir des routines matinales, ouais. Et du coup, une journée de travail, c'est comment après? Tu te rends dans ton meilleur café à Pattaya, là, ou je sais pas comment il s'appelle? Ouais, alors en ce moment, là, je suis... d'ailleurs, pour ceux qui passent à Pattaya, vous pouvez aller travailler là-bas le matin, c'est magnifique, ça s'appelle Sky Gallery. C'est en bord de mer, un petit peu en hauteur, mais à côté de la mer, donc tu as une très jolie vue, c'est calme. Et du coup, moi, j'arrive là-bas à 8h, parce que ça ouvre à 8h, sinon j'arriverai plus tôt, tu vois. Mais... Et puis ma journée de travail, en fait, en ce moment, c'est très... j'ai jamais été aussi organisé que maintenant, finalement, grâce à l'email quotidien. Parce que le fait d'avoir cette deadline quotidienne, je sais que tous les jours, mon email, il doit partir à 9h15, heure française. Et il part tous les jours à 9h15, heure française. Et donc, c'est la première chose que je fais le matin, tu vois. C'est que je me pose avec l'ordi, puis j'écris mon email du jour, quoi, tu vois. Et puis, ça me prend... jamais des emails qui sont préenregistrés en fait? T'as jamais, par exemple, tu fais lundi, tu fais lundi, mardi, mercredi tu fais jeudi, vendredi, non? Alors moi, j'ai jamais été bon pour programmer mes contenus, même pour les vidéos, tu vois, j'ai toujours fait au jour le jour. Je sais qu'il y en a qui tournent par exemple 5 vidéos d'un coup et qui après programment. Je sais qu'il y en a qui écrivent 5 mails d'affilée et qui programment. Moi, je travaille vraiment à l'inspiration et à l'enthousiasme du jour, quoi. Tu vois, donc moi je suis vraiment dans le jour après jour. Je programme jamais, non. Je programme jamais. Ouais, donc beaucoup de freestyle. Et des fois tu prends des notes ou tu vraiment t'écris vraiment ce qui te passe par la tête au moment présent ou... C'est-à-dire pour les emails ou ouais, pour tout en fait, les vidéos, les emails, tout ça. Alors je prends par contre, je note toutes mes idées dès qu'elles me passent par la tête, tu vois, j'ai un fichier Evernote avec toutes mes idées, je prends aussi des notes quand je lis des bouquins, puisque beaucoup de mes inspirations, c'est aussi en lisant que je les ai, donc je prends pas mal de notes. Et puis après, si tu veux, je dis que c'est freestyle, mais d'un autre côté, en fait, tu vois, je travaille par semaine thématique, si tu veux. C'est-à-dire que pendant une semaine, je parle d'une certaine thématique, et puis je fais une offre dessus aussi. Donc quelque part, j'ai quand même un cadre, tu vois. C'est pas freestyle à 100%. Je sais de quoi je vais parler, donc ça t'aide à trouver des idées quand t'as un cadre, tu vois. Quand t'as trop de choix, finalement, c'est là que tu trouves pas d'idées. Si tu veux trouver des idées facilement, il faut te restreindre à une seule sous-thématique. Ça vient plus facilement. Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, ou un autre conseil pour les débutants qui aimeraient vraiment se lancer dans la même aventure que toi, ou une autre chose, mais un peu dans leur création de contenu? Un conseil pour les jeunes créateurs de contenu? Ouais. Il y a un conseil que je donne tout le temps, mais je vais essayer de changer, parce que justement, je le donne tout le temps, tu vois. Un conseil pour les jeunes créateurs de contenu. Tout à l'heure, je t'ai dit de bien s'entourer, ça c'était vraiment un conseil important. Ouais. Moi, tu sais, le conseil que je donne généralement, c'est de partir de toi et de pas essayer de te faire passer pour ce que t'es pas, et de pas essayer de te faire passer pour le coach expert en machin alors que t'as jamais coaché personne, tu vois. Enfin, il y en a beaucoup qui font ça, tu vois, qui font du fake it until you make it, comme on dit, et finalement ça sonne un petit peu faux. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est d'être dans une démarche beaucoup plus authentique, en fait. Je pense que l'authenticité, ça paye. En tout cas, moi, c'est un petit peu... je sais que les gens qui me suivent aussi beaucoup pour cette authenticité, cette spontanéité. Après, un conseil que je voudrais donner, c'est vraiment de... C'est un conseil un petit peu qu'on entend un peu souvent, mais c'est vrai, c'est d'être patient, parce que malheureusement j'ai vu beaucoup trop depuis que j'ai commencé, j'ai vu tellement de créateurs de contenu qui ont essayé, qui se sont lancés, qui ont fait des vidéos pendant 2 mois, 3 mois, tu vois, leur audience n'a pas décollé, ils ont arrêté, on n'entend plus parler d'eux, tu vois.
mais ça prend du temps, tu vois. On a l'impression que c'est facile ou bien que ça peut aller super vite. Ça peut aller vite. Il y a des exceptions, tu vois. Il y a des gens qui explosent, qui développent des audiences de 100 000 abonnés en quelques mois, en moins d'un an parfois. Mais c'est vraiment pas la norme. C'est vraiment des exceptions. Et il faut vraiment pas se comparer à ces gens-là, mais accepter que ça va prendre du temps et que ça va pas être facile sur la route et qu'il y a plein de moments où tu vas douter et que finalement il y a même plus de moments où ça va être dur que des moments où ça va être facile, tu vois. Et donc ouais, le conseil que je voudrais donner, c'est vraiment de persévérer, de pas lâcher, tu vois. Ça finit par payer. Ouais. Et du coup, pour faire une première vente, est-ce que tu dirais que 30 jours c'est nécessaire ou plus? Pour faire une première vente? Ouais. Alors moi je dirais que le plus tôt tu peux vendre, le mieux c'est, quoi, finalement. Il y a même pas de... Tu vois, il y a pas vraiment le meilleur moment pour vendre, c'est le plus tôt possible, en fait. Plus tôt tu vends, plus tôt tu t'habitues à vendre, plus tôt tu apprends à vendre, plus tôt tu obtiens des retours sur ton offre, sur ton produit, et plus tôt tu peux optimiser. Il y a aucun problème à vendre vite, en fait. Donc plus rapidement tu peux le faire, mieux c'est. Moi, si j'ai parlé de 30 jours dans Starter, c'est parce que la méthode, elle se fait sur 30 jours, tu vois. Mais tu peux même vendre avant ça si tu as envie de le faire. Bon, bien sûr, il faut une audience. Effectivement, si tu as 30 abonnés qui viennent d'une chaîne gaming, tu peux vendre quelque chose, mais probablement que tu vas pas avoir de super résultats, quoi. Mais, mais non, vraiment, le plus tôt possible, quoi, parce que finalement c'est aussi quelque chose qu'on oublie quand on commence, on se lance sur YouTube, on voit le nombre d'abonnés, le nombre de likes, on a envie d'avoir plus de likes, plus d'abonnés, etc. Mais il faut vraiment dès le départ être clair avec toi-même, et si tu as envie de gagner ta vie avec ta chaîne YouTube, il faut que tu fasses ça comme un business et non pas comme un truc qui va juste te ramener des likes et des abonnés, mais comme un vrai business. Et le seul critère qui te dit si un business marche ou pas, c'est l'argent que tu gagnes. Donc le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre. Donc il faut vraiment être à l'aise avec ça directement, tu vois. Être honnête avec soi-même et avec les gens qui te suivent. Si tu as envie d'en faire un business, dis-le directement, tu vois. Et tu fais comment, en fait, après pour capturer, en fait, voilà, ce que les gens ils ont comme problème, tout ça, à travers des sondages ou Ouais, alors le problème des sondages, tu sais, c'est que c'est toujours un petit peu biaisé. Parce que les gens te parlent jamais vraiment de leurs problèmes, tout simplement parce que y a des problèmes parfois qui sont inavouables, t'as pas envie de les raconter, et puis parfois ils n'ont pas vraiment conscience de leurs problèmes. Enfin, comment dire, ils en ont conscience, mais finalement, je me suis rendu compte que les sondages, les gens te disent jamais véritablement de but en blanc ce qui leur changerait véritablement la vie, tu vois. Ou c'est rare, et c'est pas aussi efficace que ça. Je te conseille d'en faire, mais c'est pas aussi efficace que ça. Finalement, le meilleur moyen de connaître les besoins de ton audience, moi, là où j'ai le plus appris sur mon audience, c'est dans les rencontres. J'ai rencontré énormément de personnes de mon audience, mais vraiment moi, à chaque fois que les gens me contactent pour me rencontrer, déjà, je vais à leur rencontre. J'ai fait plusieurs fois des rencontres abonnés, et maintenant je fais aussi du coaching en Skype, et au travers du coaching j'apprends tellement de choses sur les besoins des gens, et finalement c'est fondamental d'avoir d'une manière ou d'une autre ce contact direct avec ton audience, pas se cantonner derrière la caméra, derrière l'écran, mais vraiment aller au contact des gens. C'est comme ça que tu vas pouvoir connaître le mieux les gens, finalement. Et puis après souvent très souvent, ta chaîne, elle va partir elle va partir de problèmes que tu as toi-même rencontrés, finalement. Donc, quelque part, les problèmes, les besoins, ça a aussi été les tiens à un moment. Donc, tu les connais aussi, quelque part, tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait des formations, par exemple, sur la confiance en soi, parce que moi, je manquais de confiance en moi. Ou j'ai fait des formations sur comment trouver sa voix, parce que moi, j'étais paumé, je trouvais pas ma voix. Donc voilà, tu pars aussi de ce que toi, tu as comme problème. Ouais, tu pars d'un problème de toi, et après, tu fais des vidéos à propos de ça, des podcasts à propos de ça, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et puis après, de toute façon, au début, et c'est pour ça que c'est important de vendre très vite aussi, à mon sens, c'est qu'au début, tu peux jamais être sûr à 100% que tu vas taper au bon endroit. C'est qu'avec le temps que tu vas voir, avec les résultats que tu vas avoir, que tu vas savoir petit à petit, tu vas commencer à apprendre à connaître ton audience. Mais personne peut avoir la prétention de connaître précisément les besoins de son audience quand il vient de commencer, tu vois. C'est vraiment quelque chose que tu acquiers sur la route. Ouais. Et c'est pour ça que Vas-y. C'est pour ça que le système de vendre des nouveaux produits régulièrement, de faire des nouvelles offres régulièrement, il est bien déjà parce qu'il te permet de vivre d'une petite audience, mais en plus il est bien parce qu'il te permet d'expérimenter justement et d'avoir des retours, d'avoir des feedbacks et des statistiques sur ce
que veut ton audience et qu'est-ce qui marche pas, etc. Ouais. Bah du coup je pense qu'on est bon. Est-ce que tu pourrais faire ton petit moment de pub pour ta chaîne et voilà, avec grand plaisir. Ça marche. Moi en ce moment je suis surtout focalisé sur les emails quotidiens. Donc j'envoie un email par jour pour plus de liberté dans sa vie. Donc on parle de liberté comme j'en ai parlé tout à l'heure au sens large, mais principalement le côté liberté financière, donc se créer un business au service de sa liberté. Et puis la liberté aussi dans le sens liberté, comme je le disais, liberté de penser et puis confiance en soi, etc. Parce que c'est aussi une manière d'être libre que d'avoir plus confiance en soi, que de savoir gérer ses émotions, etc. Tout ça, c'est des manières d'être plus libre finalement. Donc on parle de tout ça sur Freedom, j'envoie un email par jour tous les matins et j'imagine que tu mettrais le lien juste en dessous. Ouais, ça marche. Et puis ouais, il y a ma chaîne YouTube aussi sur laquelle je poste. En ce moment, je vais poster à peu près 2 vidéos par semaine, je pense. Donc vous pouvez vous abonner aussi, c'est Jean-Loup L, tout simplement. Jean-Loup L. Sinon, ils ont juste à taper Saco Spray et tout trouveront. Ouais, mais je vais peut-être la supprimer celle-là. Donc, ouais. Bah ouais, parce qu'elle me ramène pas l'audience que je recherche. Ouais, des touristes. Hein. Ouais, et c'est un peu problématique. Donc je vais peut-être la supprimer. Donc tapez Jean-Loup L, ou. Ouais. Ça marche. Eh ben merci à toi, Jean-Loup. Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir, Romain.